Me revoilà. Donc par rapport à la question de tout à l'heure concernant les litter bags, Madame avait sollicité, vous avez dit qu'en Allemagne ils utilisaient les petits sacs avec de la matière organique, de la paille dedans. Nous on a testé ça, donc les litter bags on les met en gros à un fer de bêche de profondeur. On en met 4 aux 4 coins d'un mètre carré et on vient les récupérer 120 jours après. Et ensuite effectivement on mesure la quantité qui a été dégradée durant ces 120 jours et on regarde également à l'intérieur les micro-organismes qu'il y a pour voir justement l'évolution. Alors dans mes sols, vous avez vu la vie biologique qui est dans mes sols. Effectivement, j'avais également une des meilleures dégradations de ces matières organiques qui étaient donc de la paille. Ce qui me pose dans ces techniques d'agriculture de conservation, quand on peut être aussi trop performant, aussi certains inconvénients. J'aurais voulu, moi, à terme, sur mon exploitation, laisser des paillages ou laisser des mulches de matière ou de couverts pour éviter d'utiliser des désherbants notamment. Mais j'ai une vie biologique qui est tellement développée que ces couverts se développent trop rapidement et je n'arrive pas à mettre en place ce type de pratique sur mon exploitation. Comme quoi, tout n'est pas toujours positif totalement. Donc tous les indicateurs qui nous ont été présentés précédemment sont intéressants parce qu'ils contribuent à ce que l'agriculteur maîtrise de mieux en mieux ses sols, ses pratiques, et qu'il connaisse surtout l'impact de ces pratiques sur ces sols. Alors pour compléter, suite à la présentation qui vient d'être faite, mon interlocuteur précédent disait que les champignons se développaient beaucoup mieux dans les sols acides. Moi je suis sur des sols essentiellement calcaires, j'ai des pH de 8, et vous avez vu qu'on peut développer énormément de champignons et avoir des richesses de champignons importantes tout en ayant des pH élevés, ce qui veut dire qu'il suffit de mettre les bonnes pratiques en place et puis ensuite tout se développe correctement. Pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'issue de ce projet AgriInnov, l'objectif c'était aussi ça dans ce projet AgriInnov, c'était de sortir des indicateurs, de sortir des nouvelles méthodes d'analyse pour apporter, je dirais, un regard scientifique sur ce que font un peu les agriculteurs et leur permettre de mieux gérer leur sol. Et je ne vous l'ai pas montré, mais dans un des graphiques où je vous ai montré où était située mon exploitation, nous dans notre département, on s'est aperçu que tous les gens qui étaient en système labour avaient les plus faibles biomasses microbiennes. Par contre, dans ceux qui avaient les meilleures biomasses microbiennes, il n'y avait pas obligatoirement les gens qui étaient en semi-direct. Ce qui vient contredire une idée qui était dans la nature, qui était de dire on est en semi-direct ou on est en bio, on est les meilleurs. Eh bien c'est faux. Les agriculteurs bio ont des vies de sol moyennes, très moyennes, et c'est l'agriculture de conservation, d'une façon générale, associée à la réduction des phytos, qui fait que l'on a une meilleure vie de sol. Donc on est encore en train de casser un certain nombre de clichés. L'ingénieur de l'INRA m'expliquait il y a quelques jours, il me dit, j'ai mis en colère les gens qui font du bio, parce qu'ils croyaient qu'en étant en bio, ils étaient les meilleurs de la Terre. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Sur ce plan de la microbiologie du sol, ils sont très bons sur les aspects phytosanitaires. Par contre, en travail de sol, ils sont obligés de passer une multitude de fois. Et en passant une multitude de fois, ils sont pratiquement obligés d'utiliser des méthodes de labour pour résoudre les problèmes de désherbage. Et bien en utilisant ces méthodes-là, ils sont mauvais sur la biologie du sol. Comme quoi, une méthode n'est pas tout bon, tout mauvais. Il faut prendre ce qui est bon dans chaque méthode, essayer de les adapter, et c'est nous ce qu'on essaye de faire, en allant voir des bios, en allant voir un certain nombre de choses. Voilà pour le petit aparté. Je reprends le fil de ma présentation. On a un ingénieur qui, je pense que tout le monde connaît au niveau de l'INRA, qui s'appelle Guillaumard, qui a travaillé sur la transition de nos modèles agricoles vers la haute performance écologique. Et il a ciblé dans tous ses travaux un certain nombre de pratiques. Donc là, j'ai repris simplement les synthèses. Et il considère que pour permettre cette transition d'agriculture française, mais à la limite, quelle qu'elle soit, elle peut être belge, elle peut être
espagnole, italienne ou allemande, je pense qu'on aurait les mêmes principes. Il a ciblé 7 pratiques qui relèvent de l'agriculture de conservation. Il a ciblé 6 pratiques qui relèvent de la protection intégrée. 2 pratiques en dessous qui relèvent de l'introduction des légumineuses dans les rotations. Et vous verrez que c'est nous ce qu'on a déjà intégré dans nos réflexions et dans ce que l'on veut faire. Ensuite, il a intégré 2 pratiques qui sont plus liées à la mécanisation, c'est-à-dire l'agriculture de précision, donc 4 pratiques qui sont liées à l'agriculture de précision, 2 pratiques qui relèvent du bas volume et 3 pratiques qui relèvent de l'agroforesterie. Donc vous voyez que quand on est agriculteur, que l'on a une agriculture de conservation, que l'on met en place les principes de la protection intégrée et que l'on introduit dans notre système des légumineuses, on a déjà fait du chemin. Maintenant, je vais vous parler de la protection intégrée, qui est la deuxième jambe sur laquelle on s'appuie pour rester debout et pour pouvoir évoluer vers des systèmes qui sont performants. Dans le programme précédent, je vous ai dit, il y a des gens qui étaient en semi-direct, qui avaient des microbiologies de sol qui n'étaient que très moyennes également. Et on a identifié pourquoi. C'est parce que c'est des gens qui étaient en semi-direct, mais qui ne réduisaient pas leurs phytos. Et donc les phytos ont également un impact fort sur la vie du sol, la microbiologie du sol. Donc là, je vais vous présenter assez rapidement le travail qui a été fait sur mon exploitation, enfin sur le projet protection intégrée, dans lequel mon exploitation était l'une des 8 fermes pilotes de 2003 à 2012. Donc la protection intégrée, c'est un concept qui n'est pas nouveau. Notamment en France, il y a Philippe Viau, qui est ingénieur de l'INRA, mais qui a terminé sa carrière à Arvalis, qui a travaillé sur ces sujets-là. Il était dans un bureau, dans un coin, dans un placard, on ne l'entendait pas trop. Il travaillait un peu tout seul. Aujourd'hui, ses travaux sont remis au goût du jour parce que, environnement oblige, on a ressorti un petit peu tout ça. C'était à l'époque, il travaillait à l'époque où c'était la production intense et de masse, et on a ressorti aujourd'hui ses travaux. Et nous, on s'est appuyé sur notre programme de recherche, on s'est appuyé un petit peu sur ces thématiques de système intégré. Alors, qu'est-ce que la protection intégrée? Il n'y a pas de définition bien définie. Il pourrait y avoir plusieurs définitions. Moi, je vais vous donner la mienne. En gros, la protection intégrée, c'est mettre en œuvre sur son exploitation et en amont tous les moyens agronomiques pour éviter ensuite, quand on est dans son cycle de culture, d'avoir à intervenir. Un exemple, par exemple, vous avez une parcelle qui est entourée de bois, dans lequel il y a de l'humidité un petit peu résiduelle, des brouillards matinaux, des choses comme ça. Vous savez que vous allez avoir par exemple des risques de verse, des risques d'odium. Et bien dans cette parcelle-là, vous allez choisir une variété, mais ça vous le faites, je pense quasiment tous, vous allez choisir une variété qui est résistante à la verse et une variété qui est résistante à l'odium. Mais c'est plus complexe que ça. On intègre tous ces éléments-là. En amont, on essaye de réfléchir à ce que l'on fait pour ne pas avoir à intervenir ensuite. Et ça remet en cause un certain nombre de choses, notamment les dates de semis, le choix des variétés, les dates d'apport d'azote, et effectivement tout ce qui est la protection fongicide, insecticide et autres. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que dans les systèmes raisonnés, on raisonne, mais on raisonne quoi? On raisonne essentiellement la dose. Que font vos techniciens d'une façon générale? Ils vont vous dire, c'est le moment d'appliquer tel produit, cette année il y a un peu plus de maladies, un peu moins, tu mets 0,2 en plus, 0,2 en moins. Mais on traite quand même. Quand on est en protection intégrée, on raisonne l'intervention. Et quand je dis l'intervention, c'est plutôt la non-intervention. C'est-à-dire qu'on essaye de tout mettre en œuvre pour ne pas avoir à intervenir. Et s'il y a un dérapage quelconque, un insecte qui se développe de trop en fonction des seuils, ou une maladie qui a tendance à se développer liée au climat ou autre, et bien là on se permet d'intervenir. Mais l'objectif principal, c'est de ne pas intervenir. C'est ça la grande différence. Alors, ça vous paraît simple comme ça, mais quand vous êtes dans vos champs, et puis que tous vos voisins ont déjà traité, parce que c'est le moment de traiter, et puis vous n'avez rien fait, il y a un moment que vous vous dites est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je ne suis pas dans le vrai? Et en réalité, on est capable de faire de belles choses. Et aujourd'hui, ça c'est une équation que moi je mets, le labour plus de la chimie, on arrive à faire des choses équivalentes à l'agriculture de conservation et de l'agronomie.
en rendement, en rentabilité, et on fait des choses bien mieux en agriculture de conservation avec un peu d'agronomie sur le plan environnemental. Et donc on va petit à petit vers ces techniques-là, vers une lente évolution vers un sol vivant qui est équilibré et qui est autonome. Donc ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la microbiologie des sols, l'agriculture de conservation. Les TCS sont quand même des pratiques relativement intéressantes sur lesquelles il faut s'appuyer pour développer des sols vivants. Et vous allez vous apercevoir que quand on est dans les sols vivants, eh bien finalement on va avoir beaucoup moins de problèmes de maladies, d'insectes et éventuellement de désherbage. La majorité des problèmes que l'on a aujourd'hui à traiter sont des problèmes que l'on s'est créés nous-mêmes. Ça, il faut le savoir. À une époque, vous avez vu sortir les strobilurines. On a tous traité avec des strobilurines. Qu'est-ce qui s'est passé? Les strobilurines étaient très efficaces sur toutes les maladies, sauf une, la fusariose. L'année qui a suivi, on a vu des explosions de fusariose partout dans les champs, qu'on n'était pas capable de résorber. Et finalement, qu'est-ce qui en est sorti? Une norme, avec des mesures de donne, sur nos céréales. On a tout gagné. Quand on traite avec des fongicides, on traite tous les champignons, les bons et les mauvais. On crée des déséquilibres. J'ai dit aussi arrêter de multiplier les limaces. Moi, depuis quelques années, j'ai énormément de gens qui m'appellent pour me dire qu'est-ce qu'on fait avec les limaces. Et un beau jour, je dis c'est bizarre, chez moi, j'en ai pas. Et je me suis dit, mais il y a 20 ans, on ne parlait pas de limaces. Pourquoi il y a des limaces aujourd'hui? Il faut se poser la question. Et en réalité, il y a des chercheurs aujourd'hui qui vous disent on a des limaces, on a trop de limaces, déjà parce qu'on met de l'anti-limace, qu'il n'y en a pas. À certains moments, ça a tendance à les multiplier. Et aussi parce qu'on est dans un déséquilibre lié au carbone. Et les limaces seraient un palliatif à ce déséquilibre que l'on craint à créer dans nos champs. Et puis tout le monde le sait à peu près, quand on met trop d'azote, bien sûr, les céréales ont tendance à verser, et on active un peu plus les problèmes de pucerons que l'on pourrait avoir. Donc l'objectif, c'est d'essayer de garder un certain nombre d'équilibres, et notamment les insecticides. Ça, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre. Quand vous traitez avec un insecticide, vous détruisez vos pathogènes, et vous détruisez tous les auxiliaires. Et un exemple flagrant, celui de l'an dernier sur des colzas et des colzas associés. Les gens qui étaient en colzas associés, avec des févroles ou des trèfles ou des choses comme ça, n'ont quasiment pas vu d'insectes sur leur parcelle. Les gens qui n'étaient pas en colza associés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu quelques altises, ils ont commencé à traiter les altises. Dès qu'ils ont traité les altises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déséquilibré leur rapport auxiliaire pathogène. Donc qu'est-ce qui s'est développé derrière? Des pucerons, bien évidemment. Donc une fois que les pucerons étaient là, ils ont retraité les pucerons. Et une fois qu'ils ont traité les pucerons, ils ont vu les charançons, ils ont traité les charançons. Et en finale, avant Noël, ils avaient déjà fait 3 insecticides sur leur colza. Nous, dans nos réseaux de gens qui étaient en colza associés, on avait trouvé un système de palliatif, notamment par la févrole. On a fait 0 insecticide. Donc comme quoi, l'efficacité, elle est là. Et on n'avait rien dans nos cuvettes jaunes. On n'avait quasiment pas d'insectes, on était en dessous des seuils. Comme quoi, il y a des techniques aujourd'hui, des possibilités qui existent pour pallier à l'utilisation de produits chimiques. Mais tout cela, ça se fait avec un sol vivant, ça se fait en préservant des équilibres naturels. Là, je vous ai mis rapidement, par exemple, un itinéraire intégré pour du blé. Donc nous, dans nos régions, on commence... Alors, ces itinéraires-là sont à caler entre chaque région. Là, je vous mets l'itinéraire qui est calé pour notre région. Il n'est pas impossible, il ne faut pas le prendre à la lettre. Il faudrait peut-être qu'il soit retravaillé un petit peu dans vos régions pour le recadrer un petit peu. Je sais qu'il y a d'autres régions, notamment la Bourgogne qui a travaillé, le Poitou-Charentes qui ont travaillé des itinéraires différents. Ils sont basés sur la même philosophie, mais avec des petites variantes pour s'adapter à l'aspect climatique de ces régions. Le principe de base, c'est de commencer à décaler et à reculer un peu les dates de semis. Plus on va traiter tôt, plus on va semer tôt, plus on risque de coïncider avec, par exemple, les levées des vulpins, des raigrins, plus on risque d'avoir des infestations de pucerons à l'automne. On s'est aperçu que globalement, dans ma région, si on commence à semer à partir du 10 octobre, le problème puceron est quasiment résolu dans 95% des cas, et les problèmes de désherbage sont quasiment inexistants. Il faut savoir qu'au 10 octobre, dans ma région, il ne reste plus que les derniers blés de betterave à semer, tous les gens ont déjà quasiment tout semé. Donc vous voyez
qu'en modifiant un peu les pratiques, mais par contre, la majorité des gens dans nos régions, maintenant, ils ont des résistances aux graminées, et ils sont obligés d'utiliser des insecticides à forte dose pour les problèmes de pucerons. Alors aujourd'hui, il y a le gaucho, demain, il n'y aura plus de gaucho. Et ben ils vont utiliser deux pyrètres qui seront pires que le gaucho sur le plan environnemental. Donc on commence par décaler la date de semis. Ensuite, on sème de façon beaucoup plus claire. À peu près 30% de moins que ce qui est conseillé chez nous. Pourquoi plus clair? Pour justement améliorer l'aération qu'il y a dans la masse végétative, éviter de créer des bouillons de culture qui, au contraire, vont faire exploser les maladies, voire les insectes. Donc, voilà pour les principes de base. Bon, chez nous, globalement, on préconise dans des bons limons 180 grains au 20 octobre. Si vous semez avant le 20 octobre, on retranche 2 grains par mètre carré. Et si vous semez après le 20 octobre, on rajoute 2 grains par jour par mètre carré également. Donc vous voyez, par rapport à ce que l'on fait habituellement, on est à peu près 30% de densité en moins. Alors quand vous êtes dans ces pratiques-là, ça se fait un petit peu peur au début parce que vous voyez vos cultures, vous avez l'impression qu'elles sont très claires, qu'elles patinent un peu, et les stades sont décalés de 8 jours, de façon générale. Alors quand vous faites de la protection intégrée, vous faites en plus de l'agriculture de conservation, c'est pas 8 jours, des fois c'est 10-15 jours de décalage au niveau des stades. Donc il faut plus se baser sur ce que font vos voisins. Quand les voisins sortent de pulver, mettre de l'engrais ou je ne sais quoi, il faut retourner dans ces champs pour aller voir un petit peu où on en est réellement. Et il y a réellement un décalage de stade. Parce qu'on a moins de... on exacerbe moins l'évolution liée à la concurrence entre les plantes. Alors au niveau des régulateurs, c'est simple, on les supprime totalement. Donc ce qui veut dire qu'on met déjà de côté, à la base, toutes les variétés qui sont sensibles à l'averse. Ça, c'est un premier point. Dans les IFT, un régulateur, ça fait au minimum 1, voire 1,5 pour ceux ou voire 2 pour ceux qui jouent beaucoup avec les régulateurs. Donc on élimine toutes les variétés sensibles à l'averse. Après, au niveau de l'azote, on s'aperçoit que finalement, on a travaillé pas mal de choses, mais comme on ne perd pas en finale, on ne perd pas en potentiel, la dose d'azote, elle est globalement la même, à l'onde de Quinto équivalent, on a besoin d'une dose d'azote équivalente. Pour les fongicides, on a supprimé totalement les apports fongicides de décollement de l'épi, s'il pouvait y avoir sur par exemple des odiums, des choses qui démarraient, parce que finalement, dans la mesure où on a des densités de semis qui sont beaucoup plus faibles, ces maladies-là ne se développent pas ou restent en dessous des seuils. Au stade 1 ou 2, on ne joue qu'à l'observation. Et en gros, on s'aperçoit qu'avec le recul, on a dû traiter que quand il y avait parfois, je dis bien parfois, des infestations de rouge jaune. Et c'est pas parce qu'il y a une infestation de rouge jaune dans votre secteur que vous avez besoin de traiter. Et c'est arrivé plusieurs fois, où mes voisins notamment, ou les gens qui sont autour des agriculteurs qui sont en protection intégrée, sont obligés de traiter parce que la rouille jaune est en train de se développer, il y a le feu dans les champs. Et nous, finalement, on ne traite pas, parce que finalement, il y a quelques pustules, mais ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Donc, au stade 1 ou 2, c'est éventuellement un traitement contre rouille jaune, mais observé. Mais en général, on ne le fait pas. Le seul traitement que l'on fait, c'est un traitement à la sortie dernière feuille étalée, où là, en fonction de la pression de l'année, on va utiliser un antisepto et on essaye de réguler un peu tous les problèmes qu'il peut y avoir de l'année, qu'il pourrait y avoir, que ce soit septo ou rouille brune. Et là, on applique globalement une demi-dose de produits conseillés. Les fusarioses, on ne les traite plus. Donc, dans ma région, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut l'adapter, dans ma région, on ne fait plus qu'un seul fongicide, au stade de sortie de dernière feuille étalée, alors que nos conseils techniques nous en mettent systématiquement 3, et quand vous êtes dans une année à forte pression, vous êtes parfois à 5 fongicides conseillés. Et moi j'ai déjà vu des essais dans mon CETA, de gens de mes voisins, où avec des blés avec 5 feuilles, fin juin, quand on fait les tours de plaine, leur feuillage est complètement grillé,
Et nous, dans nos parcelles, avec un fongicide, voire 1,5 quand il y a une forte pression, on a encore un feuillage vert sur les 3 dernières feuilles. Donc on a vraiment une réelle dynamique qui est totalement différente quand on rentre dans ces schémas de production. Et alors, au printemps, les insectes, c'est pareil. Les insectes, on ne travaille que sur les seuils. Tant que les seuils ne sont pas dépassés, on ne traite pas. Et on s'aperçoit souvent qu'on voit, parfois, notamment avec les pucerons, on en voit moins maintenant, des pucerons, mais on s'aperçoit qu'il y a une dynamique qui se crée de pucerons qui arrivent. Et finalement, au bout de quelques temps, on a une régression naturelle des pucerons parce que les auxiliaires se sont installés et ont pu réguler la pression. Alors que tous vos voisins ont déjà traité et ont déjà mis leur insecticide. Donc voilà un schéma pour le blé, qui est la culture qui est la plus représentative, et pour laquelle, je dirais, sur les céréales, on a le plus de possibilités de réduire les phytos. Que ce soit le blé, l'escourgeon, l'orge de printemps, les schémas sont quasiment les mêmes. On réduit énormément. Les colzas, on est parti sur des colzas associés, ce qui fait que plus aucun insecte. Aujourd'hui, on travaille pour les colzas, on est capable de produire des colzas avec des hauts potentiels en semant, en mettant maximum 1 litre de désherbage d'ovale. Je suppose que c'est quelque chose qui est aussi homologué chez vous. Ou butisant. Et éventuellement avec un insecticide, mais c'est pas sûr au printemps s'il y a besoin ou pas, et avec une demi-dose de fongicide. Alors que mes collègues travaillent avec 5 insecticides, 2 régulateurs, 2 fongicides systématiques pour produire du colza. Donc là, on commence à faire un petit peu observation et à poser des questions vis-à-vis de nos entourages propres, parce qu'on arrive à faire des rendements similaires, avec beaucoup moins d'utilisation de produits chimiques, pour avoir des rendements globalement équivalents. Alors je ne vous parle pas sur le plan rentabilité, ce que ça donne. Ça, c'est la même grille. Pour nous aider à travailler et à avancer dans ces sujets-là, donc quand on a travaillé dans ce groupe de recherche de 2003 à 2012, donc avec les différents instituts et notamment cet agrotransfert qui est une spécificité un petit peu, qui était une spécificité de la Picardie. C'est un organisme de transfert de recherche entre, je dirais, la recherche et le monde agricole, pour faire simple. Et on avait élaboré avec Jérôme Pernel et nos ingénieurs, on a besoin aussi d'outils pour avancer, hein. On a besoin que la recherche soit présente à côté de nous pour nous aider, on a aussi besoin d'outils. Et on leur avait dit, on a besoin de nos pratiques, on ne sait pas ce que ça donne sur le plan de développement des maladies, pas des maladies, des mauvaises herbes. Est-ce que nos pratiques sont bonnes, est-ce qu'elles ne sont pas bonnes? Et finalement, on le sait qu'après coup, si on a bien travaillé ou pas bien travaillé. Et avec Jérôme Pernel, on a travaillé sur cet outil qui est l'Odera System, qui nous permet, en entrant votre assolement, en entrant sur une culture, la rotation que vous avez sur cette parcelle, en entrant une parcelle, avec la rotation que vous avez sur cette parcelle, vous indiquez ce que vous faites comme travail de sol, à la date à laquelle vous semez, des éléments comme ça, les 4 ou 5 mauvaises herbes que vous avez prédominantes dans cette parcelle, et l'outil, à partir de bases de données, vous calcule sur les années à venir ce que vont vous donner votre développement de mauvaises herbes. Et donc vous êtes en amont, vous avez les capacités en amont, avant de travailler, avant de faire ce que vous avez prévu, de savoir si vos pratiques vont être bénéfiques ou mauvaises par rapport à un développement de tel ou tel adventice. Et c'est quand même relativement intéressant. Alors cet outil est disponible auprès d'Agrotransfert. Avant, il était directement disponible par les agriculteurs. Aujourd'hui, Jérôme Pernel m'a dit qu'il préférait que ce soit un ingénieur ou un technicien qui les contacte. Ils forment, eux, l'ingénieur et le technicien, et ensuite l'ingénieur et le technicien peut faire tourner cet outil-là dans un groupe. Vous pourriez le faire tourner dans votre groupe de Greenotech. C'est assez ludique, c'est très simple, et on y voit des choses intéressantes. Il y a également des fiches thématiques dans cet outil-là qui vous permettent de réfléchir à votre façon de faire. Et ce qui est assez marrant, comme c'est un outil informatique, vous faites une simulation, 2 minutes après, vous changez un paramètre, et vous voyez tout de suite l'impact qu'a ce changement
sur l'évolution de vos vulpins, de vos raigrats, ou de votre gaillet, ou de votre brome, ou d'autres choses. Donc c'est assez sympa à utiliser, et c'est très intéressant sur le plan du désherbage. Donc je t'incite, Maxime, si tu ne connais pas, à contacter Jérôme Pernet et à lui demander conseil sur ce petit outil. Alors voilà ce que ça donne. Ça, c'est un blé chez moi, fin novembre. Un blé de colza semé début octobre, ça va être 8-9 octobre. Fin novembre, sans aucun désherbage. Voilà. Les voisins, ils sont tous en vulpin et raigrats résistants. Hein. Donc on est capable de faire des belles choses sans utiliser trop de chimie. Mes résultats sur... ça c'est mon exploitation, hein, sur le fil des années. La première année, c'était l'année test. 2002, c'était l'année de référence. Et là, je ne vous cache pas que je suivais les conseils de mon CETA et de mes coopératives. Et vous voyez que... IFT, c'est OK pour tout le monde? Oui. Indice de fréquence de traitement, c'est présent? Oui, alors l'IFT, c'est simple, on prend toutes les interventions chimiques qui sont faites sur vos cultures et on la compare par rapport à la dose homologuée. Alors par exemple, je n'ai plus tout en tête, mais par exemple si vous utilisez un Sicocel C3 sur un blé, la dose homologuée si elle est de 2 litres et si vous avez appliqué 2 litres, eh bien, on considère que l'IFT c'est 1. Si vous avez mis qu'1 litre, on considère que l'IFT c'est 0,5. On compare toujours la dose que vous avez appliquée par rapport à la dose homologuée. Et on additionne tout ça. Alors il y avait un petit peu de flou dans tout ça, hein, parce que comme nous on faisait partie des premiers groupes à avoir travaillé ça, on n'a jamais su, par exemple, si les glyphosates d'interculture ils avaient été intégrés dans les 6.6. Que ce soit au niveau régional ou au niveau des ministères, ils n'ont jamais été capables de nous répondre. Les traitements de semences, à un moment on nous a dit vous ne les comptez pas, on considère qu'ils ne sont pas comptés dedans. Il y avait encore un petit peu de flou par rapport à ces références. On s'est aperçu qu'il y avait des références cantonales, on ne sait pas trop où ils ont été les chercher. Donc c'était un petit peu... pour que la référence de base, c'était soi-disant basée sur des enquêtes, ça c'était pas très bien cadré. Et ça c'était fait au niveau des ministères. Donc on a pris ces bases-là, la référence qui était pour notre région, toutes cultures confondues. Là, c'est pour l'ensemble de mon exploitation, dans lequel il y a des betteraves et il y a des assolements que vous avez vu tout à l'heure. C'est dans l'ensemble de mes cultures. Donc la première année, qui était l'année de référence 2002, on a commencé le programme en 2003, mais donc après en référence 2002, vous voyez, j'étais à 7,19, et 7,19 correspondait au conseil que me donnaient mes CETA et mes organismes de développement. Et petit à petit, suivant les conseils des ingénieurs qu'on avait, on a mis en place un certain nombre de pratiques. Il faut se dire qu'on avait aussi un conseil assez personnalisé dans la mesure où on était que 8 exploitations. Et vous voyez que on arrive assez rapidement à réduire. Et aujourd'hui, je considère que maintenant, dans les années, je suis autour de 3. On a réussi à stabiliser, j'ai réussi à stabiliser autour de 3. Là, il y a des années pour lesquelles les chiffres sont plus bas. Mais comme on était aussi dans un programme de recherche, il y a des moments où on tirait la corde un peu fort pour voir où était la limite. Donc ça explique parfois certains chiffres qui sont relativement bas. Aujourd'hui, j'ai stabilisé autour de 3. Et autour de 3, avec un indice de 6,6, vous voyez qu'on arrive à faire 50% de réduction de phyto, en maintenant les rendements, et en améliorant la vie de son sol, en ayant de très bons critères environnementaux. Et donc, ça, c'est un pilier hyper important quand on veut développer ses sols, il faut diminuer ses produits phyto. Si vous voulez développer des champignons, comment voulez-vous développer des champignons dans vos sols si vous traitez avec 3 ou 4 fongicides durant l'année? C'est impossible. C'est parce que vos produits fongicides vont tuer les champignons du sol. Voilà, donc c'est tout un ensemble d'éléments comme ça. Comment voulez-vous développer des auxiliaires si vous mettez 4 ou 5 insecticides sur des colzas? C'est pas possible. Donc, il faut savoir que les auxiliaires sur les colzas, ils démarrent sur la culture de colza de l'année précédente. Vos auxiliaires se multiplient sur la culture de colza de l'année précédente pour ensuite passer sur votre colza de l'année. Donc, si vous avez déjà mis énormément d'insecticides, vous n'allez pas avoir ce transfert. Donc, il y a énormément de choses comme ça qu'il faut mettre en place.
Donc là, nous, dans nos calculs, sont également intégrés sur mon exploitation les glyphosates qui ont été utilisés en interculture. Hein? Alors que là, a priori, dans le 6.6, il n'y avait pas de prise en compte des glyphosates. Et ça me fait rebondir sur le fait qu'on est capable, vous avez vu même biologie de sol tout à l'heure, on est capable de faire des très bonnes biologies de sol en utilisant moins de fongicides, en utilisant l'agriculture de conservation, mais en utilisant du glyphosate aussi. Donc tout le débat qui est actuellement sur le glyphosate, qui est un peu essentiellement un débat, on pourra en reparler tout à l'heure, mais qui est essentiellement un débat plus médiatique que scientifique. Voilà. Après, on l'utilise à des petites doses. Moi, sur mon exploitation, j'utilise encore qu'à peu près 40 litres de glyphosate pour 200 hectares. C'est quelque chose de minime. Et on l'utilise sur des intercultures, et pas comme aux États-Unis ou en Amérique du Nord ou du Sud, sur des cultures directement, avec des cultures OGM et sur les Roundup Ready. Et ce qui explique pourquoi on retrouve aujourd'hui des résidus dans un certain nombre d'aliments, alors que nous, en Europe, on vient de commencer à faire des tests justement liés à ça. On vient de faire un certain nombre de tests de culture, de production, sur lesquels il y a eu du glyphosate en interculture, on ne trouve jamais aucun résidu. Donc maintenant, on va essayer de faire des tests sur les produits importés, et là je pense qu'on va trouver les résidus. Il y a une coopérative voisine qui avait démarré, enclenché un petit peu également un des petits groupes qu'ils appelaient des clubs optiblés. Et ils avaient testé également ces techniques-là de protection intégrée. Et eux, vous voyez par exemple, en arrière, pour l'année 2009 notamment, ils en étaient. Alors au démarrage, quand on démarre la technique et qu'on n'est pas trop aidé, on perd peut-être un peu quelques quintaux. 2-3 quintaux. Mais on gagne en marge dans la mesure où tous les produits phyto que vous n'avez pas mis, la quantité de semences qui a été réduite, vous gagnez systématiquement en marge. Alors là, j'ai repris le tableau de cette coopérative-là, mais nous, les études que l'on avait faites dans le groupe de protection intégrée, une année, on a eu du blé qui avait monté, qui avait flambé, on avait vendu des blés, on aimerait bien retrouver ça, à un peu plus de 200 €. Et on s'était aperçu que nous, le seuil de bascule, pour que la protection intégrée ne soit plus intéressante, c'était 240 € la tonne. Donc vous voyez, on en est loin. Donc, après ce que je vous ai dit, l'année prochaine, tout le monde est en protection intégrée. Vous allez tous gagner entre 10, 40, 50, 60, 70 € de marge hectare si vous passez en protection intégrée. Dernier aspect sur la protection intégrée, ça c'est une année de tests et de recherche par un technicien qui nous suivait, où il a fait 12 comparatifs entre des parcelles en protection intégrée et des parcelles qui n'étaient pas en protection intégrée. Alors là-dedans, vous avez aussi bien des gens qui labourent que des gens qui ne labourent pas. Dans les groupes des 8 fermes, il y avait 2 agriculteurs, dont moi, qui n'étaient pas en système labour, les 6 autres étaient en système labour. Il y avait un panel d'exploitation qui était diversifié de façon à avoir un petit peu tous les types d'exploitation de la région. Et là, on s'est aperçu, alors on peut pas tenir compte, là ce que je vais vous présenter, on ne peut pas en tenir compte scientifiquement parce que c'est une année, dans un contexte donné, et ça n'a pas été reproduit. On n'a pas trouvé des financements pour reproduire cela, mais ça interpelle. C'est pour ça que je vous le propose, je vous le présente quand même. On a pris d'un côté donc les parcelles en agriculture raisonnée, les parcelles en intégré, et il y a des petites choses comme ça qui nous interpellent. Bon, tout de suite, quand on en a intégré, on a trouvé plus de vers de terre. Les arthropodes, on avait un peu moins d'arthropodes. Alors pourquoi on n'a pas trop su trouver l'explication? En intégré, on produisait d'une façon générale, admettons 3-4 quintaux de moins, et ceci dit, on a un taux d'azote qui est supérieur, on produit plus de carbone, et on stocke plus de carbone. Ce qui est un peu incohérent, parce que quelque part, on se dit, on produit moins, et finalement, on est un petit peu mieux sur l'environnement. Donc il y a un certain nombre de choses, de points comme ça, qui mériteraient d'être retravaillés et reconfirmés. Mais sur le plan environnemental, la protection intégrée, vous voyez que ce n'est pas déconnant du tout. Alors maintenant, je vais vous donner quelques pistes de réflexion, parce que je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut faire ça, je suis là pour essayer de vous apporter des pistes de réflexion, pour que vous réfléchissiez et que vous puissiez travailler chez vous à la remodélisation de vos itinéraires et de votre façon de cultiver. C'est ce que je fais aussi chez moi. J'ai ressorti une publication qui
date de 1980, qui était d'un ancien directeur de recherche de l'INRA, qui s'appelait Francis Chabouchou, qui a écrit ce bouquin qui s'appelle « Les plantes malades des pesticides ». Lui a beaucoup travaillé là-dessus durant toute sa carrière. Et qu'est-ce qu'il a démontré? En 1980, c'était l'époque où justement c'était la flambée d'utilisation des phytos. Et donc indirectement, son travail il était un peu occulté par cette montée en puissance des phytos qu'il y avait dans nos plaines. Il a mis au point une théorie qu'il appelle la théorie de la trophobiose. Alors c'est quoi? En gros, ce qu'il a voulu expliquer, c'est que, alors on peut lire du haut jusqu'en bas ce que j'ai mis, ça revient à peu près à la même chose, on peut le prendre dans les deux sens. Un parasite ne devient virulent que s'il rencontre dans la plante les éléments nutritionnels qui lui sont nécessaires. L'application de pesticides sur les cultures les rend plus sensibles aux attaques de ravageurs et induit une plus grande dépendance des plantes aux pesticides. L'application de pesticides, donc là c'est un peu l'explication de sa théorie, l'application de pesticides perturbe la protéosynthèse. La protéosynthèse, c'est l'élaboration des protéines par les cellules vivantes, et de ce fait conduit à la présence excessive dans les tissus de substances solubles, essentiellement des substances azotées, ou d'autres sucres, dont se nourrissent les ravageurs. Et les pesticides pénètrent peu ou prou dans les tissus des plantes et modifient leur métabolisme. Donc sa théorie, c'était de dire, à chaque fois qu'on applique un produit phyto sur une plante, on agit sur son métabolisme, et en agissant sur son métabolisme, on diminue la résistance de cette plante, et du fait qu'on diminue la résistance de cette plante, on exacerbe l'arrivée de maladies ou d'insectes, et on est réobligé de réintroduire d'autres produits phyto. En gros, c'est un cercle vicieux. Voilà ce qu'il a mis au point, la technique qu'il a mis au point, et une des synthèses de cette théorie, si je peux dire, ça a été de dire que finalement, les problèmes que l'on rencontre, ce sont essentiellement des problèmes d'alimentation. Ce n'est pas des problèmes de maladie. C'est que si on arrivait à équilibrer nutritionnellement les plantes, les maladies, on n'entendrait plus parler. C'est parce qu'on a des plantes qui sont mal nourries que l'on voit se développer des pucerons, des maladies. Et il a également démontré qu'il y avait un impact sur l'application des produits phyto, par exemple sur les pailles que vous réincorporez, qui venaient plus ou moins contaminer et perturber certaines espèces de vie de sol. Alors après, il a travaillé sur une multitude de matières actives. Donc aujourd'hui, beaucoup sont obsolètes parce qu'elles ont été retirées du marché. Mais j'ai pris 2-3 exemples. Il a démontré par exemple l'effet positif de la potasse sur la résistance des plantes, du soufre, de la magnésie, d'un certain nombre d'oligo-éléments, dont le zinc, le manganèse, l'iode notamment. Et il a également démontré l'effet dépressif de l'azote, des excès d'azote, de produits comme le tyrable, le maneb, le 2,4-D, les anciens BMC, les carbamates, les anciens insecticides et autres. Et c'est des fois assez marrant parce que quand on lit son bouquin, alors c'est étayé, c'est scientifique, c'est pas fait, ça a été fait avec des répétitions et tout, et quand on lit son bouquin, il nous explique qu'en mettant du maneb, par exemple, sur une culture, on développe de l'oïdium. Il vous explique, par exemple, qu'en mettant du 2,4-D, vous allez développer un pathogène insecticide. Il n'y a rien de vraiment... c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque molécule, ça peut développer une maladie ou un insecte. Donc ça, c'est quand même une réflexion à prendre en compte, à mon avis, dans nos réflexions, et se dire, est-ce que notre objectif, ce ne serait pas d'améliorer la fertilisation de nos plantes, travailler peut-être un petit peu plus les aspects d'oligo-éléments, et on aurait peut-être aussi moins de problèmes. On entend parler un peu de développement de méthodes alternatives avec des purins d'ortie et autres. Aujourd'hui, c'est globalement que ça. C'est de l'amélioration dans toutes ces macérations et autres, dans toutes ces infusions, des composts de thé et autres. En gros, ce que vous faites simplement un rééquilibre alimentaire. On se dit ça a une action sur telle ou telle maladie, mais en réalité, c'est un équilibre alimentaire que vous remettez en place, simplement. Donc ça paraît anodin, mais réfléchissez-y, je suis sûr que dans 10 ans, sans se retrouver,
on en reparlerait. La permaculture. Qu'est-ce que vient faire la permaculture ici? Eh bien, c'est simple. Quand on travaille dans les techniques comme l'agriculture de conservation, eh bien, il faut aller voir ce que font les bio. Il faut aller voir ce que tout le monde fait. Et même si la permaculture aujourd'hui n'est pas développée dans les grandes cultures, parce qu'il n'y a pas vraiment de concept, c'est un concept qui est plus proche du maraîchage et autres, eh bien, il faut aller voir les gens qui font de la permaculture, voir ce qu'ils font et se dire comment on pourrait réutiliser ça et introduire ça dans nos systèmes. Alors, les principes de la permaculture ont été mis au point par un japonais, M. Fukuoka, qui était agriculteur également et un peu chercheur. Il a écrit ce bouquin dans les années 75, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui sur un certain nombre d'endroits. Et les 4 grands principes sont les suivants. Ne pas cultiver. Alors quand il dit ne pas cultiver, c'est comme nous en agriculture de conservation, c'est un travail minimum de sol. Lui, il est plutôt vraiment vers ne pas cultiver du tout. Pas de fertilisants chimiques ou de compost préparé. Alors, par compost préparé, ça ne veut pas dire que les composts préparés ne sont pas bons, c'est qu'ils considèrent qu'il faut mieux apporter des matières organiques brutes sur le champ plutôt que de faire des compostages. Voilà, ils considèrent que le compostage, c'est une action inutile par rapport au développement des sols. Ne pas désherber, parce qu'ils considèrent que les plantes, on parlait tout à l'heure de biodiversité, que les plantes qui sont présentes, elles sont là, c'est pas par hasard. Elles ont toute une action. Dans les services écosystémiques que la recherche va essayer sur lesquels la recherche voudrait essayer d'avancer, eh bien, on va peut-être découvrir un certain nombre de choses, que telle plante a telle efficacité ou telle autre action, et je vous montrerai quelque chose tout à l'heure sur ce plan-là. Et pas de dépendance envers les produits chimiques. C'est le 4e pilier que moi j'ai rajouté à l'agriculture de conservation. Donc voilà les principes de la permaculture. Et qu'est-ce que ce japonais faisait chez lui? Vous allez voir que ça correspond déjà un petit peu à ce que vous faites chez vous quand vous êtes en agriculture de conservation. Il essayait de faire des mulches, d'essayer bien sûr tous les résidus de culture en place, d'essayer de faire des mulches, d'introduire des couverts végétaux à base de trèfle blanc, de vestes, de luzerne, de lupin, de radis japonais. Ben, c'est ce que vous faites un peu déjà dans vos couverts. Et il s'était aperçu que ses meilleurs rendements, il les obtenait en laissant les pailles, en introduisant des engrais verts et en épandant des fumiers de volaille. Et après, pour d'autres choses, par exemple dans ses vergers, il avait introduit un acacia qui était un acacia australien, Morishima, qui permettait non seulement de faire brise-vent, ça a intégré de la biodiversité dans ses vergers. C'est un acacia qui permet de ramener de la fertilité parce qu'il a des nodosités et ça permettait de produire de l'azote. Et également, cet acacia-là attirait les auxiliaires, permettait de développer les auxiliaires et lui éviter de traiter contre tous les insectes dans ses vergers. Comme quoi, vous voyez, on peut trouver des solutions à beaucoup de choses, il suffit de chercher, de tester. Et donc ces principes-là, finalement, moi je trouve qu'ils ne sont pas très loin de l'agriculture de conservation. Donc je vous incite à aller voir les gens qui sont en permaculture, et ça nous donnera, parce que je considère que je ne suis pas compétent sur le sujet, ça nous donnera beaucoup de matière pour faire évoluer nos techniques. Donc on a parlé de matière organique tout à l'heure. Matière organique, on peut l'apporter, mais aussi, on peut aussi en produire sur ces exploitations par l'intermédiaire des couverts végétaux variés. Il y a des projets qui avaient été travaillés par Agrotransfert dans notre région, toujours, et qui ont abouti à une nouvelle méthode, qui est la méthode AMG, du nom des 3 chercheurs, pour mieux caractériser la matière organique. Et effectivement, la matière organique dans les sols, dans la fertilité des sols, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et ça l'est d'autant plus sur mon exploitation sur laquelle j'ai très peu d'argile. Donc quand on parle de complexe argilo-humique et quand on n'a pas beaucoup d'argile, vous comprenez l'importance de la matière organique et j'essaye d'y faire très très attention sur mon exploitation. Alors là, je vais vous faire un petit... Ça, je vais le passer. Mais je reviendrai tout à l'heure sur l'impact du carbone et l'augmentation du taux de matière organique sur l'exploitation. 3e pilier de ma présentation, les couverts végétaux. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose.
parce que vous travaillez aussi beaucoup de sujets ici. C'est un des piliers très importants en agriculture de conservation. Plein d'effets, ça permet d'allonger les rotations, ça apporte de la diversité dans les espèces, dans les coupures de parasitisme, ça a certains effets allélopathiques pour certaines espèces, ça permet pour certains éleveurs par exemple de produire une biomasse complémentaire, de faire pâturer des moutons dans les couverts, ça peut apporter énormément de choses. Ça peut être également, nous on l'a testé quand je travaillais pour le projet biomasse, ça peut être l'endroit où on peut produire de la biomasse pour créer par exemple des agropelés de combustion. Donc il y a beaucoup de choses à réfléchir. Demain on aura besoin de biomasse, ce sera peut-être le moment privilégié. On fera peut-être une seconde récolte, après une récolte alimentaire, on fera peut-être une récolte de biomasse pour de l'énergie. Alors la gestion d'interculture, elle peut être courte, longue ou associée à une culture. Il faut alterner les familles, les espèces, les étagements dans le mélange, les systèmes racinaires. Il faut créer de la biodiversité. Là encore, il faut être dans de la diversité. Après, à chacun de réfléchir comment on détruit de façon gélive, mécanique, chimique. Alors chimique, c'est essentiellement avec le glyphosate qui va être remis en cause. Mais ce n'était pas, à mon avis, ce n'était pas, à mon sens, la meilleure solution. Sauf dans un certain type de sol, des sols très argileux, d'accès très difficile. Après, quelle espèce on met? Est-ce qu'on reste sur une monoespèce? Est-ce qu'on commence à monter dans des mélanges plus ou moins sophistiqués et d'aller vers des biomasses qui peuvent monter? Cette année, mes prélèvements de biomasse, je suis entre 6 et 10 tonnes de biomasse matière sèche hectare. Donc à partir de ce moment-là, on ramène quand même pas mal de matière dans les sols et ça rebooste la vie du sol que l'on a. Et puis il faut réfléchir à son mode d'implantation, l'impact que ça a sur la gestion du désherbage, des adventices, des repousses et autres. Donc je vous remets quelques éléments comme ça pour réussir un couvert, pour l'implanter le plus tôt possible après la récolte. Ça c'est primordial pour préserver l'humidité résiduelle qu'il y a dans le sol. Alors ici vous êtes un peu moins concerné parce que vous êtes quand même dans des régions un petit peu plus humides que chez moi. L'idéal, l'implantation avec des semoirs à dents, parce qu'on gagne un petit peu en rapidité, on minéralise légèrement sur la ligne de semis et on a un développement plus rapide au départ et on gagne en matière sèche. Minimum 2 espèces, dans ces 2 espèces, il faut minimum une crucifère et une légumineuse, après vous associez ce que vous voulez. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est du radis fourragé pour ses racines. Probablement ces aspects de solubilisation du phosphore dans les sols de craie, et notamment à Tibi, c'est en introduisant le radis dans les systèmes qu'ils ont réussi à déplafonner les rendements. Ils n'en connaissent pas tout à fait, ils n'ont pas tout à fait l'explication scientifique, mais l'une des 2 explications, l'une des 2 théories, c'est de dire que ça a aidé sur la solubilisation du phosphore dans les sols de craie. La veste pour la production d'azote. La facélie, c'est quelque chose qui permet de boucher un peu entre un radis qui monte et une veste qui reste au sol. Ça permet de boucher un peu, de faire un peu le bouchage dans le couvert. La moutarde d'Abyssinie, ça a une racine assez puissante, c'est assez trapu. Un radis japonais, ça stocke de la fertilité. La févrole, l'azote plus les aspects auxiliaires. Tournesol, aspect auxiliaire aussi, ça gèle assez facilement, le sarrasin, un peu des aspects allélopathiques également. Donc il faut créer de la diversité dans tout ça. Et moi ce que je conseille, c'est de proscrire les espèces dominantes. Dès que vous avez globalement ces 2 espèces, l'avoine ou la moutarde blanche, ce que vous allez y associer, vous ne le verrez pratiquement pas dans vos mélanges. Donc quelque part, vous faites un investissement qui est pratiquement, vous allez vouloir bien faire, dépenser de l'argent pour associer par exemple à une moutarde un peu de trèfle, un peu de facélie, un peu de veste, et puis en finale, quand vous allez voir vos champs au 15 décembre, ou un peu avant, vous allez voir essentiellement de la moutarde. Et donc l'investissement que vous avez fait dans les espèces à côté n'est pas valorisé parce que là vous avez 2 espèces dominantes qui viennent. Alors la moutarde elle domine essentiellement par son développement, l'avoine elle domine beaucoup plus par ses aspects allélopathiques qui viennent freiner les autres espèces qui sont avec elle. Et puis aujourd'hui, il faut regarder les nouvelles variétés. Les semenciers sont en train de faire des efforts considérables pour nous sortir des variétés, je dirais, adaptées à nos besoins pour les couverts. Il va sortir là cette année une veste velue Massa qui explose, qui permet aux vestes d'exploser.
et des févroles qui ont des pores un peu particuliers, qui font comme au lieu d'avoir une seule tige, qui ramifient énormément et qui vont se développer. Il y a 2-3 variétés qui vont être inscrites, mais là je parle de veste févrole, mais il y a un développement énorme d'espanciers sur ces plans-là qui vont nous permettre d'améliorer encore l'efficacité de nos couverts. Alors couvert, il faut qu'il soit dense, de façon à étouffer les blés d'adventice. Un couvert réussi, c'est un couvert dans lequel en dessous il n'y a aucune adventice. Et ça c'est primordial. Et puis ne pas hésiter à détruire tardivement. Parce que si on veut protéger ces sols longtemps, là vous voyez les trompes d'eau que l'on a en ce moment, si vous avez fait un couvert et que vous l'avez déjà détruit, il ne protège plus rien. Ou plus grand chose. Si vous le laissez en place, il maintient la structure, et si vous le laissez en place, même s'il lignifie légèrement, il va produire un petit peu plus d'azote. Et un couvert, pour moi, il se détruit avec un C sur N entre 20 et 24. Donc un C sur N entre 20 et 24, à 20, par exemple, vous avez déjà des moutardes qui sont en fleurs. Mais dans votre mélange, si vous avez des baisses, vous avez autre chose. Le mélange fait que vous restez autour de 18-20. 20-24, pourquoi? Alors, il y a encore un débat scientifique là-dessus, ou par des chercheurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer des chercheurs sur la microbiologie de sol qui considèrent que l'optimum, c'est 24. Et là, je vais refaire le lien avec ce que, je dirais, pas un métier précédent, mais une activité précédente que j'avais eue. On avait travaillé sur des agropelés de biomasse à base de luzerne et de pulpe de betterave notamment. Et on a mis au point on est parti sur des agropelés de biomasse, et aujourd'hui on a mis au point un engrais pour la vigne qui est près de chez moi, le Champagne, donc tout de suite ça se valorise mieux. Et on s'est aperçu en introduisant un engrais organique à base de luzerne, pulpe de betterave et de maïs, avec un C sur N de 24, on modifiait les caractéristiques du champagne. On modifiait son goût, et on avait besoin de mettre beaucoup moins de phyto sur la vigne. Donc là, c'est les débuts d'une expérimentation et d'une recherche en cours. Et comme quoi, tout ça, ça finit par se recouper, et on retombe toujours un petit peu, toujours sur les mêmes éléments. Donc c'est qu'on ne doit pas être trop loin de la vérité, et il va falloir affiner un peu tout ça. Pourquoi, je vous disais tout à l'heure, implanter un couvert rapidement et plutôt avec un outil à dents? Ça, c'est un essai que j'avais fait chez moi avec notre groupe. Plus pour la démo, on était plus dans l'idée de dire il faut utiliser des bons semoirs pour implanter des couverts, arrêter d'implanter des couverts avec des semoirs à la volée, on dépense de l'argent et ça ne sert pas à grand chose. Et on arrive donc globalement à ça. Dès qu'on est sur des semoirs à dents, on a des... Alors là, c'était de la moutarde implantée tardivement. Il ne faut pas regarder ça par rapport aux productions de biomasse, c'était pour un autre objectif. Mais on arrive à produire 48% de matière sèche supplémentaire dès qu'on est avec un semoir à dents par rapport à un semoir à disque. Et le fait d'avoir fait un déchômage avant le semis, on perd par rapport à un semis direct. Donc c'est des petites idées pour améliorer l'efficacité du couvert. Dans le choix des espèces, il faut que ce soit divers, il faut que ce soit touffu, il faut que ça soit développé. Quelques idées. Là, je reviens à cette idée-là tout à l'heure de l'équilibre alimentaire. Frédéric Thomas, une fois, nous avait fait venir, il y a quelques années déjà, une dizaine d'années, un chercheur brésilien qui nous a expliqué qu'ils avaient caractérisé 200 espèces. Et chez eux, ils ne rééquilibrent plus, parce qu'ils ont... Tous les exploitants brésiliens n'ont pas des grandes surfaces et des moyens financiers pour le faire. Ils équilibrent leur sol par l'implantation de l'espèce adéquate. Vous avez un problème de surface, il leur conseillait d'implanter de l'avoine. L'avoine a la capacité d'aller chercher le calcium en profondeur et de le ramener à la surface. Et tous leurs problèmes, agronomiques, il est résolu par des implantations de couverts. Chose que nous, on n'a pas fait dans nos régions, que ce soit en France, en Belgique, on n'a pas fait ce travail-là, donc nous on met des phytos, on met de l'engrais, mais eux mettent des couverts. Donc là il y a sûrement un travail important à refaire sur ce plan-là, et si on joue avec ça, les Brésiliens ont été capables de le faire, si on améliore nos sols aussi en travaillant comme ça,
Vous voyez, on est en train de faire la boucle avec la théorie de la trophobiose, avec la protection intégrée, avec l'agriculture de conservation, avec les sols vivants, pour avoir des sols qui, quelque part, vont se passer petit à petit de phyto. Alors le choix des couverts, c'est pas exhaustif, hein, la liste elle pourrait être très longue. Hein. Mais chaque couvert, vous voyez, a des particularités. Le lin est un fixateur de silice pour améliorer les efficacités de solubilisation de phosphore en craie, le radis fourragé, le sarrasin facilis connu pour capter du phosphore. Si on veut améliorer les champignons dans son sol, il faut prendre des plantes qui mycorhizent. Les plantes qui mycorhizent sont des graminées, tournesols, légumineuses, la facélie. Celles qui ne mycorhizent pas, c'est les crucifères, les chénopodiacées comme la betterave. Donc vous voyez que dans vos rotations, si vous avez beaucoup de betteraves et beaucoup de colza, eh ben essayez dans vos couverts d'interculture de mettre des plantes qui mycorhizent pour faire la biodiversité et le pendant. On peut jouer sur l'allopathie aussi, c'est connu, l'avoine, le sarrasin, l'armoise. Moi j'ai vu un essai, vous allez me dire pourquoi il a mis l'armoise, il est fou. J'ai vu un essai en Suisse de couvert d'armoise avec un semis direct de maïs dans l'armoise. Zéro désherbage. Zéro désherbage et un maïs qui était de toute beauté. C'était comparé à plein de choses à côté, comme quoi il y a des idées à trouver. Alors demain, tout le monde veut produire d'armoise. Il y a des idées à trouver. Production d'azote. Regardez aussi aux aspects des abeilles pollinifères. Essayez d'introduire dans vos couverts des espèces qui vont être en fleurs plus ou moins à l'automne, qui vont permettre un relais alimentaire à vos auxiliaires, aux abeilles. C'est tout un ensemble d'éléments pour lesquels il faut regarder et en tenir compte aujourd'hui quand on fait ces schémas de production. Comment le détruire? Ça peut être par un outil, ça peut être un mulchage superficiel. Il y a une dizaine de jours, Friedrich Wenz nous disait il faut que ce soit... eux, ils sont partis sur la technique, sur un tracteur avec un broyage devant et un mulchage derrière avec une fraise. Il nous a dit que les bêches roulantes étaient un bon outil aussi pour le faire, alors pourquoi pas. Et eux réintroduisent pour améliorer l'efficience de production d'humus, et réintroduisent des ferments lactiques en même temps que cette opération de destruction. Bon, on n'a pas testé. Donc ça peut être une multitude de façons de détruire. On peut profiter du gel. Ça c'était l'année dernière chez moi. Deuxième jour de gel, on passe le matin avec un rouleau Cambridge, quand c'est bien gelé, ça explose comme du verre. Tout est détruit, y compris les radis. Les radis fourragés qui peuvent présenter des soucis éventuellement de repiquage dans des betteraves. Là c'est nickel, il n'y a rien qui repousse derrière. Donc voilà comment on peut pratiquer. L'évolution est quand même assez rapide. Là ici, on était au 16 janvier, un passage de Cambridge, mais c'était pas suffisamment gelé pour être super efficace. Un mois après, c'est comme ça. Et un mois après, j'ai implanté du maïs. C'était la photo que je vous avais montrée tout à l'heure. Vous voyez mon streptile avec mon semoir. Le sol était quasiment déjà bien dégagé. Donc il ne faut pas hésiter à conserver des couverts assez tard. Et pourquoi les conserver tard? Un essai qui a été fait chez moi également avec l'ITB avant betterave. On avait testé donc un sol nu, un radis et une veste pure. Donc on voit les reliquats qu'il y avait dans le sol, 80 unités sur un sol nu. Le radis, on était, admettons, à 35, et admettons qu'en veste, on était à 38. Donc on s'aperçoit qu'en implantant une légumineuse même pure, l'efficacité par rapport au captage de l'azote est tout à fait là. Mais ce qui est en plus, quand on introduit une veste comme ça, c'est qu'on a 75 unités d'azote dans la plante, et cet azote que vous avez dans la plante va resservir à la culture suivante. Mais la thématique de cet essai, c'était de se dire quand est-ce est relargué l'azote. Et indirectement, ça va vous donner aussi une indication pour savoir quand vous allez devoir détruire vos couverts. Vous avez sur la courbe rouge le radis. Alors on a détruit, donc ça c'est la date d'implantation, on a tout détruit le 18 novembre pour le protocole, puis parce que ça correspondait à ce que est permis en France réglementairement.
Donc on a implanté nos couverts, on a tout détruit le 18 novembre. Là vous avez les doses de reliquat, 80 sur un sol nu. Vous voyez que quand ça passe l'hiver, ben, on peut supposer qu'il y a encore un peu d'azote qui a été relargué, mais qu'il a été lessivé. Et quand vous arrivez au printemps, le 18 mars, pour implanter votre betterave, eh ben, vous voyez que vous avez presque 90 unités d'azote dans votre profil. Quand on passe sur un rallye, courbe verte, excellente action sur le pompage d'azote, donc couvert piège à nitrate excellent. On détruit le 18 novembre, vous voyez que pas de relargage rapide, et finalement le relargage se fait tardivement pour arriver au 18 mars avec 60 unités. Il manque 30 unités là, par rapport à ce que l'on faisait autrefois. Donc là, on commence à poser des problèmes agronomiques par rapport aux directives nitrates. Ces éléments-là, ils n'en ont pas tenu compte. Donc là, on est en train de pénaliser indirectement la productivité de nos exploitations. Il manque 30 unités. Où est-ce qu'on les retrouve dans les bilans? On ne les retrouve pas. La baisse, on l'a détruit. Pareil, le 18 novembre, on voit qu'elle a un très bon effet piège à nitrate. Et là, par contre, la baisse, on s'aperçoit que comme c'est une légumineuse, elle relargue très tôt son azote. 2 mois après, au 17 janvier, on a retrouvé je dirais, le potentiel de minéralisation et autres d'azote d'un sol nu. Ce qui veut dire que si vous détruisez trop tôt un mélange dans lequel il y a des légumineuses, au 17 janvier, on peut être encore dans des phases où on a des infiltrations de nitrate dans les sols, et là vous avez cru bien faire en détruisant tôt, et là vous pouvez peut-être repolluer vos nappes. Ce qui veut dire que les couverts, si on veut les détruire, nous en France on a le droit de les détruire à partir du 1er novembre. C'est une date administrative, je dirais c'est une connerie administrative. Parce que si on détruit au 1er novembre, au 1er janvier on peut relarguer de l'azote, et finalement on fait des choses pas terribles sur le plan environnemental. Donc ça prouve bien que demain il faudrait qu'on nous laisse produire des légumineuses pures, à condition de les détruire plus tardivement, et pour récupérer les quantités d'azote disponibles pour la plante qui suit, équivalentes à un sol nu, et retrouver les fertilités qu'on avait autrefois. Donc ça, c'est un vaste débat. Donc moi, chez moi aujourd'hui, je détruis mes couverts ici, autour du 15 janvier, de façon à avoir décalé ma courbe, et de façon à avoir cette récupération du taux d'azote à peu près autour du 18 mars, quand j'implante mes cultures. Et là, je ne pollue plus. D'autres petits focus, on parlait de fertilité des sols, par rapport au projet dont tout le monde a entendu parler de la COP21 sur le stockage des carbones et le projet 4 pour 1000. J'ai pris l'exemple d'une de mes parcelles. En 10 ans de temps, j'ai réussi à augmenter mon taux de carbone et de matière organique. J'ai pris une parcelle dans laquelle j'avais un taux de matière organique de 2. Savoir que nous, dans les régions, les limons battants, je vous ai montré les photos tout à l'heure, les taux de matière organique, ils sont autour de 1,3, 1,4. Et en 10 ans, en étant en protection, en agriculture de conservation, TCS, et en mettant de la protection intégrée dessus, sur des parcelles, je suis passé de 2 à 2,5. En passant de 2 à 2,5, j'ai 20 tonnes de matière organique de plus, en gros 10 tonnes de carbone. Mais pour produire une tonne de matière organique, et donc 500 kg de carbone, il a fallu que je mobilise entre 50 et 60 unités d'azote. En synthèse, il me faut 60 unités d'azote pour produire une tonne de matière organique, ce qui fait que sur 10 ans, j'ai monopolisé 1200 unités d'azote pour stocker du carbone sous forme de matière organique. Donc, tout le projet 4 pour 1000 qui est mis en place, il ne tiendra la route que si on nous permettra de mettre plus d'azote dans nos sols. Sinon, il sera totalement irréalisable. Bon, quelques photos pour dire que, bon, ça c'était un peu autre chose, pour dire que l'agriculture de conservation permet de résoudre un certain nombre de problèmes.
Là, c'était des colzas qui avaient été implantés chez moi, des parcelles voisines en labour. Là, c'est une limite de parcelle entre moi à droite et un de mes voisins. Donc, même type de sol se met 1 ou 2 jours de décalage, c'est tout. Comme quoi, aujourd'hui, on voit sur le terrain quand même des différences. Dans certains cas, là, c'est pas chez moi, mais c'est classique. À droite, vous avez un agriculteur qui est en TCS depuis une quinzaine d'années. À gauche, un agriculteur qui continue de rester en labour. Vous voyez que la fertilité des sols n'est plus la même. C'est des petits clins d'œil comme ça. Et puis, les couverts. On parle de couverts entre des cultures. Mais les couverts, finalement, on peut les associer aussi avec les cultures. Avec les colzas. Bon, là, c'est des colzas associés avec de la févrole, là, avec du trèfle d'Alexandrie. Mais cette année, j'ai testé de la cameline mélangée avec de l'avesse. Et puis, dans l'année qui vient, on va commencer à tester d'autres choses. La févrole avec des lentilles, avec 0 désherbage. La cameline avec des lentilles, l'avesse avec des lentilles. Là, c'est plus pour l'aspect tuteur, pour améliorer la facilité de récolte. Soja sarrasin, on va jouer sur l'aspect allélopathique un peu du sarrasin pour travailler des sojas sarrasins sans désherbage. Tournesol lentilles, sans désherbage. Maïs trèfle, pour améliorer la fertilité des sols et réimplanter éventuellement permettre d'avoir une interculture quand les maïs sont récoltés. Ça, c'est plus facile dans le sud de la France que par chez nous. Et puis, ce qui se fait déjà couramment, des colzas févroles associés à du trèfle blanc ou du trèfle intermédiaire, qui se développent énormément par chez nous. Alors ça, c'est sur les aspects, bon, je vous ai parlé de la microbiologie de sol, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on essaye de travailler également sur des nouveaux outils, et on a déjà 3 réalisations d'outils dans des domaines totalement différents en 5 ans par des membres de l'association, donc un outil qui s'appelle le Condor Line. Dans les sols limoneux, implanter des betteraves en streptile, c'est bien, mais au printemps, il faut réchauffer un peu le sol, la surface est un peu refermée. Donc il a inventé cet outil-là. Il s'appelle le Condor Line, avec un fabricant local, qui permet de retravailler localement la ligne de semis pour implanter des betteraves après un passage de streptile. Cet outil-là peut aller devant un tracteur, derrière un tracteur. Il peut être en nombre de rangs que l'on veut et on peut jouer sur l'écartement. Donc c'est des idées, on va faire une présentation cette année au printemps, on va faire une journée streptile, consacrée au streptile, spécifiquement là-dessus au printemps 2018. Et moi j'ai travaillé sur un nouveau soc des chômeurs, à pas de doigt, pour essayer de supprimer l'utilisation de l'IVAS et de glyphosate, qui est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques années. Et j'ai travaillé ça également avec un concessionnaire local. Parce que pour détruire une adventice, il y a plusieurs solutions. C'est soit de la chimie, soit un enfouissement profond, soit un dessèchement en scalpant par des bineuses, soit des blessures par le gel ou par un rouleau. Bien sûr, tout ça associé à d'autres phénomènes, rotation, travail du sol, faux semis, couvert, là on a de la protection intégrée également. Et quand on est en agriculture de conservation et qu'on ne veut pas enfouir profondément, quand on nous supprime des molécules qui sont relativement intéressantes pour les types d'agriculture que l'on fait, ben, il ne reste plus beaucoup de solutions. Alors on a travaillé sur un nouveau soc des chômeurs qui est une patte d'oie, qu'est-ce qu'on essaye de faire travailler à 3 cm à peu près, qui a une efficacité relativement intéressante, et grâce à ce concept, j'ai réussi à me passer de glyphosate de façon totale à l'automne. Et également, cet outil a une efficacité, là vous voyez sur un rond de chardon, qui est relativement intéressante. Il extirpe les rhizomes superficiels de chardon et il a tendance à faire dessécher donc les rhizomes en surface et on arrive à résorber aussi une partie des vivaces comme ça. C'est pas total, mais c'est déjà pas mal. Donc on a mis au point également un outil
destruction de couvert à l'avant d'un tracteur, qui peut permettre également de préparer des préparations superficielles avant un semoir de semi-direct. Alors cet outil-là, l'objectif c'est de coucher la végétation, de la lacérer et de la couper. Il marche relativement bien quand on est sur des destructions tardives de couverts. Il est moins efficace quand on est sur des couverts au mois de novembre et qui font 1,50 m ou 2 m de haut. Là, il est quand même beaucoup moins efficace. Et l'objectif, c'est de repasser derrière avec l'outil à patte doigt pour scalper la végétation et légèrement l'introduire. Donc, je termine par une toute petite présentation d'une minute qui a été faite par mon concessionnaire sur l'outil qu'on a mis en place.